Bonjour. Alors effectivement j'avais commencé à enregistrer cette vidéo quand j'étais en randonnée avant-hier, oui c'est ça, mardi, mais avec le dénivelé, les kilomètres, cette vidéo quand je l'ai regardée c'était absolument abominable. Je me suis trompée dans les noms des personnages, c'était un peu du grand n'importe quoi. Ça peut être drôle, mais ça présentait pas vraiment le livre. Et du coup, je le refais aujourd'hui, déjà avec du meilleur matériel. Et puis, j'ai dormi depuis, voilà. Mais je vous mettrai quand même, c'est vrai que je l'ai un peu annoncé, je vous mettrai quand même en fin de vidéo 2-3 séances du bêtisier. Bon, parce que je m'étais mise dans un paysage qui correspondait mieux que là ce que vous avez. Et puis bon, il y a 2-3 séances pour ceux qui rient un peu comme moi de tout et de rien. Ça pourra vous amuser. Donc aujourd'hui, on va parler de ce livre, Les sacrifices de Nari, écrit par une historienne qui fait des recherches en mythosciences et qui s'appelle Ilanée Maevis. Donc ça, on en reparlera. Hein. Alors nous avons la chance d'avoir une excellente traduction de la part de Nicolas Joly, qui nous permet d'avoir accès à l'histoire de Corot. Voilà. Alors j'ai aimé beaucoup la première phrase du préambule et du coup en introduction, je vais vous la lire tout simplement parce que je la trouve très belle. Comment trouver le bonheur? Peut-être s'agit-il là de la question la plus universelle qui soit, une question que se posent tous les peuples, tous les individus, dans tous les secteurs de l'ultimonde. Que signifie être heureux? Alors, c'est une bonne question. Que signifie être heureux? Ça dépend probablement des individus déjà. Je ne sais pas s'il y a vraiment une définition absolue du bonheur. Je ne vous offre pas un thé parce que c'est pas facile de le faire passer, mais le cœur y est. Je vais vous donner je vais présenter un petit peu différemment. Parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui est complexe quand on ne l'a pas lu. Je vais donc vous donner un aperçu général des personnages principaux, donc à savoir qu'on va voir les 2 tribus qui sont vraiment étudiées et décrites dans ce livre. Donc il y a déjà les Nigalos qui ont comme chef Balog le Malin. Voilà. Et puis, d'un autre côté, nous avons les Pitaka avec Emrek le Terrible. Balog, le chef de tribu des Nigalos, donc, a un fils unique qui s'appelle Thorisam, qui est donc l'héritier et qui est son fils unique. Je vous expliquerai un peu pourquoi après. Nous avons Gula, la fille de l'autre chef de bande. Et puis ensuite, il y a le sacrificateur qui est un sage, qui est Pickpock. Alors, il l'appelle le Diur. Voilà, donc c'est le sacrificateur. Ensuite, nous avons l'animal totem, qui quelque part est un peu représenté sous la couverture, quoique, j'aurai un petit mot à dire à ce sujet-là d'ailleurs. Donc le Nilab est l'animal totem des Nigalos. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous ai un peu posé les personnages dont je vais parler, parce que c'est vrai que je m'y suis un moment perdue moi-même.
après 22 km et je sais pas combien de dénivelé. Alors évidemment, c'est l'ère, on va parler de l'ère tribale du monde de Koro. Résultat donc des fameuses recherches mythoscientifiques. Voilà. C'est nouveau, c'est une science tout à fait... je ne connaissais pas. Et il y a bien sûr une aventure assez magnifique de ces temps anciens, écrit par rapport aux recherches et à ce qui était trouvé. Alors c'est vrai que au départ, on part sur une situation de sacrifice. Donc c'est vrai que les premières pages, ça démarre fort sur le sacrifice du Nilab, parce qu'en fait, on va apprendre pourquoi cet animal sacré est sacrifié. Donc il y a toute une cérémonie, toute une fête autour de ça. Et en parallèle, la femme de Balog, elle était allée voir un prophète qui lui avait prédit qu'elle mourrait en donnant la vie. Et ce jour-là, l'heure est arrivée pour elle de donner naissance à son bébé. Et donc d'accomplir cette prophétie qui est quand même tragique, puisqu'elle sait très bien qu'elle ne verra pas son bébé, qu'elle va mourir. Mais c'est la volonté des dieux. Elle retourne voir le prophète pour essayer de racheter sa cause. Elle rencontre aussi la déesse d'ailleurs, la déesse Nari, en ce début d'histoire. Mais bon, une prophétie doit s'accomplir, hein, c'est un peu le jeu. Et puis elle va revenir avec ce prophète et la déesse sur les lieux des sacrifices, appelé, c'est un dolmen. Il y a un dolmen central, donc je ne vous prononce pas le nom parce que je vais l'écorcher, ça c'est sûr, donc je préfère me taire et vous lirez. Mais c'est un sanctuaire avec un dolmen central, et Enaïl va donner naissance à son fils sur ce dolmen. Voilà, elle sera retrouvée morte avec son bébé. On passe donc plusieurs temps après, et on va retrouver son fils, mais adolescent, presque adulte. Il y a aussi pas mal de perturbations dans cette tribu. Alors il y a cette prophétie qui était vraiment abominable, mais il y a aussi une alliance qui commence à se faire entre les Nigalos et les Pkata. Ce sont deux tribus qui n'ont rien à voir entre elles. Les uns sont vraiment pacifiques et les autres sont des guerriers. Ils n'ont pas du tout les mêmes buts dans la vie, et finalement les Nigalos vont un peu délaisser leur spiritualité, délaisser aussi la déesse Nari, et céder aux ambitions de leur chef et du chef de l'autre tribu. C'est un peu comme ça qu'on démarre dans l'histoire, puisque ces deux chefs de tribu se rencontrent. Voilà. Alors c'est vrai que les personnages, donc je viens de vous situer un peu le monde de Koro, mais les personnages sont vraiment nombreux, ils sont surprenants parce qu'ils ont vraiment des rôles, des particularités importants, et j'ai trouvé que les personnages étaient admirablement construits, ils sont réels. Je connais une trilogie très ancienne à laquelle je ne vais pas me référer, où tout un monde comme ça, y compris un langage, avait été construit. Et j'ai été
très agréablement surprise, finalement, de retrouver, bon, je vais pas le mettre à égalité non plus, mais de retrouver un travail similaire dans ce livre. Thorisam est donc le fils unique de Balog, ça je vous l'ai dit, et il va devoir rencontrer Gula. Parce qu'en fait, au début, parce que les Nigalos sont ainsi, c'est un peuple qui est nomade. Alors c'est très curieux parce qu'ils sont nomades, on imagine un peu, comment je vous parle de tribus, de sacrifices, de déesses, on imagine un peu qu'ils vont remballer leur tente et marcher pendant des jours, mais non, ils ont une petite technologie très fine, très juste utile quoi. Et en fait ce sont leurs tentes qui se déplacent, voilà, tel un tapis volant. J'ai trouvé que c'était assez chouette. Et en fait ce peuple se déplace pour suivre tout simplement la migration du Nilab, qui d'une saison à l'autre change de territoire pour se nourrir. C'est un animal sauvage. Donc voilà, et la tribu des Nigalos honore bien sûr la déesse Nari. Chez les Picatas, c'est très différent. Déjà, ils sont menés par... son nom, c'est Emrek le Terrible. On imagine déjà bien que ce n'est pas un saint. Et cette tribu est particulièrement guerrière, avancée technologiquement, mais au niveau armement, ils ont énormément d'armes. Et ce sont des conquérants quelque part, et ils honorent un dieu particulièrement, qui est présenté comme particulièrement sanguinaire. Ils lui font des sacrifices, ils lui offrent des offrandes avec des sacrifices humains pour pouvoir guerroyer contre les autres tribus. Il n'y en a pas que deux, hein, mais je vous parle des deux principales de ce récit. Parce que ce récit va raconter une part d'histoire et de ces deux tribus. Moi j'ai trouvé que c'était autant ancestral qu'intemporel. Et ça m'a assez... c'est vrai que j'étais assez émerveillée, sachant que je ne suis pas du tout fan du genre. J'ai été surprise parce que c'est vrai que je ne suis pas tellement lectrice de ce genre de choses. Tout simplement parce que en général, la fantaisie en général me fait pas gambader plus que ça. Bon, j'ai la chance de vivre déjà au milieu des animaux sauvages, j'ai un petit paradis, et bon, peut-être pas forcément besoin d'aller voyager comme ça ailleurs. Et puis, mais finalement, c'est la présentation qui m'a vraiment poussée à choisir ce livre. Et une fois que j'ai été plongée dedans, je ne le posais plus. Ça, c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait David qui me disait « Mais qu'est-ce qu'il a, ce livre? Tu te lèves, tu te jettes dessus. » Voilà, donc petit déjeuner, la tête dans le bouquin, je l'ai traîné partout, absolument partout. Alors, dans ce jeu d'alliance et de manipulation, un peu, hein, j'ai envie de dire, le grand chef terrible, Emrek, va offrir sa fille pour avoir une véritable alliance, puisque elle va se marier avec donc sa fille Gula. Elle a beaucoup de filles. Mais en fait, elle va se marier avec le fils d'Emrek, le fils unique, et ainsi souder, en apparence, souder les deux tribus. Voilà. Pourtant, Thoziram ne l'aime pas beaucoup au départ, hein, mais vous allez voir, Thoziram est assez exceptionnel, et il va vite accepter son rôle. Là-dedans. Donc entre alliance et manipulation, je vous laisse lire le livre.
Alors Balog, il oblige, bon, il profite d'être reçu, il profite parce que bon, quelque part, quand on fait une alliance et les Nigalos ne sont pas différents, on en attend aussi quelque chose et leur chef est parti un peu dans le trip de son nouvel ami, qui n'est pas forcément le trip de la tribu. Alors Balog va peu à peu l'obliger à abandonner les offrandes, les rituels à sa déesse, qui est la déesse du bonheur d'ailleurs, mais pour les conduire vers leur dieu à eux, et donc faire des sacrifices humains, enfin, donc avancer quand même, faire un pas, je vais dire, dans la violence et dans le sanguinaire. Donc là, on en arrive à un chef qui était considéré comme malin au départ, mais qui n'est pas tant que ça, puisqu'il va faire passer l'ambition au-dessus de la spiritualité de son peuple, à qui le peuple n'est pas satisfait, mais bon, il suit son chef, mais quelque part, il va quand même se retrouver soumis à la puissance d'Epitaka. Donc bon, alors comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un... Alors je suis rentrée dans la mythoscience parce que j'avoue que j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais le roman est vraiment construit avec des personnages, un monde qui est détaillé, qui est riche. Il est riche en descriptions sans que ça en devienne lourd, mais suffisamment pour qu'en fait, quand vous ouvrez le livre et que vous suivez les pages, vous êtes dedans. Vous êtes vraiment là-bas. Alors, c'est aussi pas forcément un paradis, j'aurais pas tellement envie d'y être, à part pour quelques petits gadgets. L'anti-averse, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir par exemple. Ils ont des petites choses technologiques qu'on leur envie. Mais sinon, au niveau de la vie, j'aurais pas forcément envie de suivre Balog. Voilà. Parce que je trouve qu'il assume pas trop son rôle des chefs, il prend des décisions pour lui-même et il est plus du tout dans l'intérêt de sa tribu. Et donc, eh bien, là, je vous laisse découvrir parce que si j'en parle un peu plus, eh ben, je vais vous dévoiler l'histoire, ce qui serait dommage. Parce que le suspense, il y a une intrigue. Et cette intrigue, donc malgré qu'on vous raconte l'histoire de deux tribus, il y a une destinée, il y a beaucoup de notions et de sujets qui sont présents dans l'écriture, et si j'en parle, ben je vais vous dévoiler des indices, et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de découvrir au fil des pages et ce monde et le destin de celui qui était censé devenir le plus grand des héros de ce monde, qui est donc Tosiram. Alors vraiment, moi j'ai contre toute attente adoré cette lecture, dans laquelle vraiment je me suis immergée, c'est le mot qu'on puisse dire, immergée. J'ai vécu dedans le temps de ma lecture, et j'étais dépaysée. Ouais, c'est dépaysement garanti. L'évasion dans cette espèce de monde fantastique où comme je vous l'ai dit, il y a des petites choses qu'on a envie, qui font envie, quoi, dans les interactions. C'est vrai que on a le règne des déesses, on a des prophéties. Parce que je vous ai parlé de celle du début, puisqu'elle est dans les premières pages, donc je vous ai introduit un peu l'histoire, mais il y en a d'autres. Et vous allez voir que on ne se joue pas comme ça de son destin, et que quand les dieux décident, la prophétie doit aboutir. Et bon, arrive ce qui arrive, parce que l'homme n'est pas au-dessus de tout. Mais ça m'a paru... c'est vrai que moi je voyais tribu, déesse, donc peuple un peu... j'ai pas de mots en fait. Mais pas... Enfin, voilà, la technologie qu'ils ont m'a surprise, parce qu'il y a vraiment un équilibre entre peuple
oui, peuple de la nature quand même. Et cette petite technologie, parce qu'on ne parle pas de la fabrication, on parle de rien. Ils ont ça et voilà, donc on en saura peut-être un peu plus dans la suite, j'en sais rien du tout. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Et puis Tosiram aussi est un adolescent qui est vraiment intelligent, qui au début d'ailleurs étudie auprès de leur sacrificateur, Pickpock, si je ne me trompe pas. Et on s'attend à ce qu'il devienne plutôt sacrificateur, mais étant donné qu'il est fils unique, ben, il va quand même suivre, enfin respecter le destin, et donc prendre sa place d'héritier. Voilà, d'héritier de chef de tribu, quelque part. Donc bon, mais il est réfléchi, et c'est un personnage qui... Non, il est terriblement attachant. C'est par contre un personnage avec lequel on aurait envie d'évoluer, ou comme évidemment on connaît certaines choses, de le prévenir, c'est vrai que c'est marrant, il est sage et attendrissant. Voilà. Bon. C'est la mythoscience. C'est vrai que ça a donné ce récit, et que l'aventure elle est pleine de rebondissements. Jusqu'au bout de ma lecture, j'ai appris quelque chose, toujours. Donc en fait, on vous donne pas tout comme ça, c'est quelque chose qui se déroule. Oui, voilà, qui se déroule. Vraiment, voilà, ça va se dérouler. Et à l'intérieur, on va trouver des petits trésors. C'est l'effet que m'a fait cette lecture. Voilà, donc la mythoscience, c'est vrai que je me suis dit que limite ça avait un intérêt documentaire, parce qu'il y a un site internet qui a été fait qui vous donne l'occasion d'aller plus loin pour faire des recherches dans cette science, qui vous donne l'ambiance du monde de Koro, qui vous parle un peu des personnages, qui vous montre les cultures, qui vous montre les animaux, les végétaux. Le site est vraiment très 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 sympa, plein de petites informations, Moi j'y suis allée, quand je suis allée faire un tour, j'étais vraiment intéressée. Alors pour le Nilab, par contre, j'ai pas compris, parce que pour moi, du coup sur la photo là, il manque quelque chose. Mais je sais pas après. Attention, c'est moi. C'est vrai que on peut tout imaginer là-dedans. Donc en fonction de ce qu'on a dans notre tête, on peut imaginer plein de choses. C'est ça qui est assez extraordinaire. On sera par contre... je me suis retrouvée face à l'éternel. Ça c'est vraiment le truc qu'on retrouve un peu partout. L'éternel affrontement entre pouvoir et tradition. Voilà. Il y a des personnages qui sont attachants, qui sont émouvants, qu'on a envie de... Ah, ouais, on a envie de leur tendre la main, et d'autres, on a envie de leur mettre des paires de claques. Et je suis gentille. C'est vrai que c'est des personnages qui sont détestables. Et du coup, voilà, dans l'écriture, l'auteur a réussi à dégager... en fait, moi, en tant que lectrice, j'ai dégagé des sentiments vis-à-vis des personnages, et alors que c'est un monde complètement loin du mien, je pense loin du vôtre aussi, à moins que, mais vraiment ça a été curieux, ces sentiments, cette façon d'ouvrir, voilà, d'ouvrir ce livre dès que j'avais quelques minutes. Bon, c'est pas un livre qui est particulièrement long, parce qu'il y a 270 pages. Par contre, c'est pas écrit très gros. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de temps mort. On avance. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui se déroule et qui est plein de pépites au fur et à mesure. C'est vraiment une lecture.
pour moi, ça doit être un sacré boulot, parce qu'il y a vraiment toute la construction de ce monde, toute la construction de ces personnages, tout. Et là, il arrive que ce soit un peu foireux, mais là, c'est vraiment... les fondations sont solides, hein, c'est vraiment bien fait, et j'insiste là-dessus, vraiment riche, vraiment construit, vraiment... j'ai pas trouvé quelque chose à redire sur des coquilles ou quoi que ce soit. Donc, non, au contraire, ça a stimulé mon intellect, hein, quelque part, parce que j'ai été curieuse, j'ai vu qu'il y avait un site web, du tiens, je vais aller voir un peu ce qui se passe par là, voilà. Donc, oui, non, il y a un intérêt, voilà, il y a un intérêt, c'est marrant. Ça titille la curiosité, l'intellect, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'après ces 22 km, enfin, j'avais pas tout à fait fini, mais disons que j'avais fait la part qui montait beaucoup, j'en pouvais plus. Vous me pardonnerez. Mais je vous mettrai quand même des paysages. Voilà. Donc pour conclure, je remercie cette historienne. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je me suis pas mal cultivée aussi. C'était vraiment chouette. Et puis, vraiment, je salue l'imaginaire de l'auteur parce que c'est vraiment exceptionnel et ça faisait quelques temps que je n'avais pas lu ça. Voilà. Donc, on s'attendrait à le voir un peu partout. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, et ce qui est dommage. Voilà. Parce qu'il y a des bouquins qui font des fois la une, qui sont pas si exceptionnels, et puis ce genre de choses qui est caché dans un coin. Donc moi j'ai mis un carton plein parce que même si, alors évidemment, le sacrifice, ça ne me plaît pas, humain encore moins, d'accord, hein, c'est pas... mais d'ailleurs vous verrez que justement, ensuite la déesse va venir instruire ses fidèles, non, enfin, instruire le peuple de cette notion de sacrifice, parce que justement ils n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris qu'il lui offrait des choses qui à elle ne lui servaient à rien. Donc en fait, les dieux n'ont rien demandé. C'est visiblement l'homme qui l'a interprété. Et donc j'ai trouvé très intéressant de revenir aussi sur ces notions, sur cette notion de sacrifice. Voilà. Est-ce qu'on sacrifie l'autre? Est-ce qu'on se sacrifie soi? Il y a un petit côté développement personnel aussi là-dedans. Enfin, voilà, c'est une mine de beaucoup, trop de choses pour que j'en parle sans dire une connerie. Donc, je m'arrête là. J'ai pas envie, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette lecture, sur ce que j'en ai ressenti, mais je vais vous laisser le découvrir et j'espère que vous passerez un très bon moment de lecture. Alors pour moi c'est une lecture un peu pour tout le monde. Par contre c'est vrai que ça démarre quand même très fort. Le début est comme c'est très bien décrit, pourrait choquer les âmes sensibles. À la limite, si vous avez vraiment envie de découvrir cette histoire, comme vous allez voir, c'est réexpliqué ensuite et ça vaut la peine, sautez le premier chapitre. Parce qu'après, on revient pas sur moult sacrifices pendant tout le bouquin. C'est vraiment le début, c'est l'introduction, c'est une explication de cette spiritualité et de ce qu'est un Nilab, de son pouvoir, et voilà. Mais c'est vrai que j'avais trouvé que le sacrifice démarrait très fort. Alors je suis pas forcément âme sensible, et pour que je le ressente comme ça, je préfère prévenir le lecteur qui ne s'arrête pas à ces pages-là. Quand on est un peu sensible, mieux vaut passer. Et puis s'intéresser quand même à ce livre qui en vaut vraiment la peine. Voilà. Alors c'est pas forcément la chronique que je devais faire cette semaine, puisque normalement j'avais parlé de faire
Epsilon Bootis. Sauf que Epsilon Bootis me laisse encore sur énormément de questions. J'ai contacté l'auteur. Je crois qu'il joue un petit peu avec moi. Bon, il a estimé que si je jouais avec lui, alors je sais pas, est-ce que je le harcèle ou quoi? Mais non, j'en ferai la chronique la semaine prochaine. Surtout que la chronique, je l'ai tournée sur mon sentiment immédiat, c'est-à-dire sans poser de questions. Et je l'ai tournée sur qu'est-ce qui a déclenché le livre chez moi. Voilà, le côté intellectuel et tout ça, je l'explique après. Donc c'est assez marrant. Enfin, marrant. Oui, marrant. Ensuite, on parlera... alors, ce sont 3 nouvelles. Un défectible gardien. Donc, c'est un premier recueil. L'auteur est en train d'écrire un roman. On sent bien l'influence du roi de l'horreur Stephen King dedans. J'en parlerai parce que c'est vrai que je l'avais dit, hein, les nouvelles, je pense que je vais m'abstenir à l'avenir. Mais là, par contre, c'est plus des récits courts que des nouvelles, et ça a été vraiment, enfin, ça m'a beaucoup plu en fait. Enfin, il y a sur les 3 histoires, il y en a 2 que j'ai vraiment aimé, et la dernière que je vais relire parce que je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Voilà. Et bien là-dessus, on va se quitter. Chronique lundi sur le blog, parce que j'ai décidé que ce serait tous les lundis. Et puis demain, par contre, présentation, vous allez voir, du carnet de lecture. Le carnet de lecture de la blogueuse qui lit beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Voilà, aujourd'hui, on va parler des sacrifices de Nari. Et bon, vous comprenez bien le principe. Il est bien planté. Je vais... je vais viser. Bon, moi je pourrais pas être sacrificateur par exemple.